Bonsoir à tous et je vous remercie donc de m'avoir invité ainsi que Pierre Stepanov à participer à ces journées très intéressantes autour de d'Alembert. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui du musée Fabre, héritier des Lumières, mais aussi et surtout, vous allez le comprendre, de son fondateur, donc François-Xavier Fabre. Et François-Xavier Fabre qu'on honore dans cette ville, puisque c'est vrai que son musée porte encore son nom. Et c'est vrai que beaucoup de musées français s'appellent Musée des Beaux-Arts, mais celui de Montpellier a conservé ce nom de musée Fabre. Et voilà. Donc, le grand chantier de restructuration du musée que vous avez suivi de 2003 à 2007 a vraiment été rendu possible grâce à la générosité et la vision de son fondateur, donc François-Xavier Fabre, qui est, pour une large part, et c'est un aspect de sa carrière qui est finalement assez peu connu, l'héritier des Lumières, l'héritier du XVIIIe siècle, l'héritier aussi de la Société des Beaux-Arts de Montpellier, dont je vais reparler. C'est un homme qui se forme au XVIIIe siècle, qui se fait connaître avant et pendant la Révolution et qui reste fidèle à l'enseignement qu'il a connu d'abord à Montpellier auprès de son maître Coustou et puis ensuite au sein de l'atelier de David avant la Révolution. Il est né en 1766, il a grandi dans une ville qui aspire, comme beaucoup de villes de province à ce moment-là, à un renouveau artistique avec beaucoup de constructions, de transformations architecturales, de nombreux hôtels qui se construisent à Montpellier et aussi le chantier permanent de l'aménagement de la place royale du Pérou dont Pierre Stepanov vous a montré les groupes sculptés il y a quelques instants. En 1779, Fabre a 13 ans et se crée à Montpellier la Société des Beaux-Arts à l'initiative d'une trentaine de notables et d'amateurs éclairés de la ville, de la région, avec par exemple le vicomte de Saint-Priest, qui était le gouverneur du Languedoc, aussi de Philippe Laurent de Joubert, trésorier de la Bourse des États du Languedoc, et bien d'autres, bien sûr. Et au sein de cette société, il y a vraiment un personnage clé qui sera honoré le 8 décembre prochain dans une grande exposition sur la Société des Beaux-Arts que Pierre Stepanov a conçue. Et donc ce personnage, c'est Abraham Fontanelle. Alors Abraham Fontanelle est aujourd'hui quelque peu oublié et pourtant on peut dire que c'est vraiment le premier conservateur dans cette ville, mon lointain prédécesseur. En tout cas, c'est un personnage considérable. Il est représenté dans ce splendide portrait qui vient d'être restauré et qui appartient toujours à l'église des Pénitents Bleus de Montpellier. Il a 38 ans. Vers 1779, il se fait portraiturer par Duplessis, qui était un des grands portraitistes du moment, sous le règne de Louis XVI. Il est originaire de Mende. Et c'est un marchand libraire installé à Montpellier depuis 1771, rue du Gouvernement. Et c'est un homme, un curieux, un amateur en relation avec les artistes à Paris. Et c'est un homme incontournable vraiment de la société, de la sociabilité montpelliéraine des Lumières. Et c'est un homme qui, bien sûr, est associé à ce grand projet de création de cette fameuse Société des Beaux-Arts. Et il en devient très vite le garde des plâtres et des modèles. C'est lui qui organise les expositions chaque année, la remise des prix. Ces expositions se tenaient chaque année et cette remise des prix à la fin de l'année, au moment de la tenue des États du Languedoc. Je l'ai dit, Fontanelle entretient un réseau très, très soutenu avec des artistes comme Houdon, comme Greuze, David, Fragonard. Et pour les écoles gratuites de dessin, qui sont mises en place au moment de cette création de la Société des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, ces écoles gratuites de dessin sont installées dans le Collège des Jésuites, aujourd'hui le musée Fabre. Et il obtient des œuvres importantes pour ces écoles, pour former les élèves, et en particulier cet écorché de Houdon, qui est toujours conservé au musée, et qui date vers 1779 et qui est un achat de la Société des Beaux-Arts de Montpellier à l'artiste, et Houdon d'ailleurs souhaitait envoyer un grand nombre de plâtres dans toutes les académies afin de former les élèves aux bonnes proportions du corps humain. Donc Fabre, je vous l'ai dit,
fréquente ces écoles. Il est à ce moment-là élève de Jean Coustou, qui est le peintre officiel de la ville de Montpellier depuis 1746, et il étudie donc dans ces écoles au collège des Jésuites. Il sait sans doute pas qu'un jour il sera le directeur de ce musée qui sera conçu juste à côté de ces salles du collège des Jésuites. En tout cas, on sait que dès 1782, il reçoit un deuxième accessit de la salle du modèle, et aussi à la fin de 1782, les archives nous livrent la mention de son nom pour un deuxième accessit, un premier accessit, pardon, de la salle du modèle. Il a 16 ans. Et au début de la création de la Société des Beaux-Arts, il était très soutenu par le clan Coustou qui était son maître. Et en fait, il y a un peu une perte d'influence au fil des années de ce clan montpelliérain autour de Coustou, de Fontanelle. Et sans doute, Fabre est un peu victime des rivalités qui se font jour entre ces différentes coteries, entre Toulousains et Montpelliérains. Et en particulier, donc il décide, sans doute poussé par plusieurs de ses protecteurs, de poursuivre son apprentissage en se rendant à Paris, où il arrive au début de l'année 1783. Alors on a la chance au musée d'avoir conservé cet autoportrait de jeunesse, sans doute vers 1783-84. Donc vous voyez, là on a affaire à un très jeune Fabre, avec déjà une conscience de soi. Vous voyez que cet très grand soin dans sa tenue, une grande élégance, un visage triangulaire, des grands yeux, une bouche gourmande, un grand nez. D'ailleurs, c'est le surnom qui va lui rester, et un peu on va le moquer souvent, aussi bien à Paris qu'à Rome, en l'appelant grand nez. Mais en tout cas, il a aussi ce regard un peu oblique. On sent aussi une certaine méfiance. Il est d'humble origine, mais d'une grande intelligence. Il a fait ses humanités à Montpellier. Il connaît le latin, il connaît le grec. Il est très ambitieux et il gagne donc Paris, mais fort de soutien important d'un réseau montpelliérain qui est là très actif à la fin du XVIIIe siècle à Montpellier. Son maître Coustou le recommande à Vien. Vien, qui est un exact presque contemporain de d'Alembert. Il est né à Montpellier en 1716 et il a déjà une très belle carrière derrière lui, puisqu'il a été directeur de l'Académie royale l'Académie de France à Rome, donc au Palais Mancini, et il vient de rentrer en 1781. Vous voyez, il vient juste de rentrer d'Italie, et il est considéré comme le vrai réformateur de l'école française. C'est lui qui a remis l'école française sur le bon chemin après les excès, les égarements du goût rocaille. Et Fabre aussi bénéficie du soutien financier de Philippe Laurent de Joubert, qui est un des membres fondateurs de la Société des Beaux-Arts de Montpellier en 1779. C'est un personnage très important de l'époque. On a la chance au musée d'avoir ce chef-d'œuvre de David, Philippe Laurent de Joubert est baron de Sommières et de Montredon. Un de ses ancêtres au XVIe siècle avait été chancelier de l'université de Montpellier. Il est trésorier de la Bourse des États du Languedoc, je vous l'ai dit, à partir de 1777. Membre fondateur de la société, membre de l'Académie des sciences. Il a un hôtel particulier, bien sûr à Montpellier, mais aussi à Paris, place Vendôme. Et cet hôtel particulier était connu pour son cabinet de curiosités, qui détenait des fossiles, des coquilles, des minéraux tout à fait singuliers. C'est donc un être très intéressé par les sciences, par les arts, proche des artistes aussi, et qui soutient fortement le jeune Fabre. Il a vraiment compris le talent de Fabre, et il le soutiendra pratiquement jusqu'à sa mort. Et Fabre, à Paris, intègre l'atelier de David, qui est à ce moment-là l'un des plus novateurs de l'époque, et il poursuit son apprentissage interrompu à Montpellier. En 1784, sans doute pour prouver aussi à ses concitoyens qu'il a progressé à Paris et surtout qu'il n'a pas perdu son temps, ses soutiens ont eu raison de l'envoyer dans la capitale, il envoie pour une des expositions montées par Fontanelle à Montpellier des tableaux pour le salon de la Société des Beaux-Arts de 1784. Donc Fabre envoie 4 tableaux. On a perdu la trace de 3 tableaux, mais on conserve toujours celui-ci, qui est une tête de vieillard
qui a été exécuté par Fabre en septembre 1784 et qui est envoyé peu après au salon montpelliérain. Donc c'est une tête de vieillard, vous voyez, très, très précise, avec une étude d'après nature qui reflète bien sûr le goût de son maître David, tel qu'on l'a vu par exemple dans le Bélisaire précédemment. Et peu après cette présentation à Montpellier, Fontanelle déclare « Nous pouvons dire à l'honneur de ce jeune élève qui n'a pas encore atteint sa 19e année qu'il fera un jour l'honneur de sa patrie et la félicité de ses parents. » Là, vous voyez ce ton qui est tout à fait typique du XVIIIe siècle. En 1785, donc l'année suivante, Fabre se présente pour la seconde fois au concours du prix de Rome qui devait lui ouvrir les portes de la ville éternelle et surtout lui offrir la possibilité de séjourner à Rome. Et Fabre présente au salon donc une réduction du tableau que Pierre Stepanov vous a montré, donc ce chef-d'œuvre de David, Bélisaire, qui est conservé aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Lille, et la réduction de Fabre, vous voyez qu'il y a quelques variantes dans la composition, mais c'est vraiment un tableau très important pour l'époque, au niveau de son sujet. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit, bien sûr, Pierre Stepanov, mais en tout cas, Fabre, vous voyez, est très marqué par l'enseignement de David, et il va rester marqué toute sa vie, d'ailleurs, par l'enseignement de son maître, puisqu'ensuite il va quitter la France, mais c'est vraiment ces années d'apprentissage à Paris où ce néoclassicisme sévère, austère, se met en place. C'est ce néoclassicisme-là qui va le marquer toute sa vie. Donc ce chef-d'œuvre, je vous rappelle les mots de l'enthousiasme de Diderot au salon, hein, qui déclarait « Tous les jours je le vois et crois le voir pour la première fois ». Donc c'est dire l'impact à l'époque, vous voyez, même chez Diderot, de ce genre de tableau, avec cette composition, ce décor, ce ton grave, l'austérité du décor, avec ces colonnes cannelées, la sévérité du coloris aussi par rapport à la joliesse du goût rocaille, avec ses couleurs pimpantes. Là, au contraire, il y a une simplicité, une austérité qui est tout à fait nouvelle et qui fait bien sûr sensation à ce moment-là à Paris. À Paris, donc, Fabre apparaît vraiment comme l'espoir de l'atelier de David, et le peintre Joseph-Marie Vien écrit à Coustou, à Montpellier, le 16 janvier 1786, « Je suis sûr que le jeune Fabre étudiera avec chaleur et grand profit. Ce jeune homme fera son chemin, je ne le perds pas de vue. » En 1786, Joubert, donc ça c'est vraiment un personnage clé pour Fabre et pour Montpellier, pour la Société des Beaux-Arts, Joubert est nommé honoraire associé libre de l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris. Donc là, vous voyez ce lien très important de ce Montpelliérain qui est tout près des artistes, qui côtoie les artistes, et on a la chance d'avoir au musée plusieurs tableaux, dessins autour de ce personnage, et en particulier ce dessin de Rosselin, qui a sans doute été exécuté au moment de cette promotion tout à fait singulière de Joubert en 1786. Et c'est un dessin que Fabre achètera bien plus tard pour le faire rentrer dans sa collection, qui est donc aujourd'hui dans les collections du musée. Et surtout, ce qui est très émouvant, vous voyez, c'est, je vous ai mis l'inscription de la main de Fabre au revers du dessin. Fabre donc a acheté sans doute ce dessin peut-être en Italie, à Rome, en 1820. Et il a écrit « C'est à la protection bienveillante et généreuse qu'il m'a accordée pendant ma jeunesse que je dois presque en entier ce que je suis et ce que je possède. » Donc c'est dire combien, même à la fin de sa vie, vous voyez, Fabre était encore reconnaissant à ce soutien déterminant de Philippe Laurent de Joubert. Philippe Laurent de Joubert, d'ailleurs, que Fabre a représenté sans doute aussi dans ces mêmes années, tableau de jeunesse, encore en plan serré. Vous voyez que Fabre ne se hasarde pas encore à montrer trop d'éléments de décor, ni même le corps en entier du personnage. Il se concentre sur le visage et le buste, et il lui donne une expression finalement assez bonhomme, assez douce de cet aristocrate qui, au contraire, a un air plus distant, plus hautain dans le chef-d'œuvre de David que je vous ai montré précédemment. Et c'est un tableau qu'on avait pu acheter et qui a pu rentrer dans les collections du musée en 1999. Le prestige, d'ailleurs, de Joubert rejaillit à Montpellier.
Et bien sûr, le fait qu'il ait été nommé honoraire associé libre à l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris, bien sûr, a beaucoup encouragé le monde montpelliérain, et en particulier autour de la Société des Beaux-Arts. Et dès 1787, Joubert est nommé grand prévôt de la confrérie des Pénitents Bleus. Le 28 août 1787, Fabre remporte le Grand Prix de Rome qui ouvre les portes de l'Académie. Il se rend bien sûr en Italie. Il est très à l'aise au sein de l'institution académique. Il a déjà tout à fait profité de son enseignement, de l'enseignement de David. Il continue à entretenir des liens avec Montpellier et avec Joubert en particulier, qui lui commande pour la chapelle des Pénitents Bleus de Montpellier, donc un tableau d'histoire sur le thème de la prédication de Saint Jean-Baptiste, un tableau dont on conserve beaucoup d'études, mais le tableau n'a pas été malheureusement réalisé. Il aurait sans doute imposé le style moderne, le style davidien dans cette ville, mais en tout cas, c'est une commande que l'on doit à Joubert, qui avait donc tout à fait misé sur le jeune Fabre. Et vous voyez que Fabre applique tout à fait la méthode de David, donc de représenter d'abord ces personnages nus, ensuite avec un drapé, et bien sûr une étude d'ensemble pour mettre en place la composition. Donc la compagnie des pénitents sera supprimée en 1791 et Joubert meurt en 1792, mettant un terme à cette collaboration. Donc Fabre reste Fabre reste très marqué par les formules davidiennes, le médecin Leroy que vous avez vu tout à l'heure, et avec ses compositions à mi-corps en mettant en valeur des éléments intellectuels, le livre, la plume, les écrits. Donc là, on a un portrait du docteur Henri Fabre. Alors aujourd'hui assez méconnu ou oublié, mais c'était le frère aîné de François-Xavier Fabre. C'est un tableau qu'il réalise à Rome en 1791 avec ce visage intelligent, énergique. Il avait soutenu une thèse d'urologie devant la faculté de médecine de Montpellier. Il se rend à Rome en 1791 où il soigne d'ailleurs de grands personnages, dont le directeur de l'Académie de France, donc Ménageot. Ensuite, il passe 6 ans à Vienne et puis s'installe à Florence à partir de 1799 où toute la famille Fabre, frères, père, mère, s'était reconstituée. Voilà. Et je ne reviendrai pas sur les circonstances que vous connaissez de l'installation de Fabre à Florence à partir de 1793. Fabre donc ne rentre pas à Paris. Les événements révolutionnaires ont fait qu'il est resté à Rome et gagne la Toscane à partir du printemps 93. Et là, il rentre dans l'intimité de 2 personnages vraiment clés de la sociabilité florentine du moment, le poète Vittorio Alfieri et sa compagne Louise de Stolberg, comtesse d'Albanie. Il va être très proche d'eux, il va finalement diversifier aussi sa production de peintre d'histoire, grand espoir de la peinture française davidienne. Il est obligé de finalement embrasser d'autres matières, en particulier le portrait, le paysage, mais surtout, ce qui est intéressant pour nous, il devient aussi, sans doute influencé par Fontanelle, qu'il avait beaucoup marqué dans sa jeunesse. Il devient marchand, collectionneur de tableaux et expert. Et au fil des années, il constitue cette collection d'objets d'art, de peintures, de sculptures et surtout de dessins aussi, qu'il va ramener à Montpellier à la fin de sa vie. À partir de la mort de la comtesse d'Albanie en 1824, il hérite des collections de la comtesse, qui elle-même avait hérité des collections de Vittorio Alfieri, plus les propres collections de Fabre. L'ensemble est mis en caisse et Fabre décide d'offrir toutes ses œuvres à sa ville natale, à charge pour elle de lui trouver un bâtiment digne de ce nom et de l'appeler Musée Fabre, et bien sûr qu'il en soit directeur toute sa vie.
Il décide de rentrer à Montpellier. Il renoue d'ailleurs avec ses anciens camarades de sa jeunesse, donc à Montpellier à la fin du XVIIIe siècle, et il renoue en particulier avec d'anciens camarades des écoles gratuites de dessin comme Durand, qui est architecte du département du Gard, ou Philippe Coustou, le fils de son maître, avec lequel il est vraiment très proche, et Coustou facilite grandement sa réinstallation à Montpellier après plus de 40 ans d'absence. Son musée s'adosse au nord au Collège des Jésuites, je vous l'ai dit, où il a étudié 45 ans auparavant. Et surtout, Fabre est animé par un esprit des Lumières qui était celui aussi de Fontanelle et de la Société des Beaux-Arts. Il est décidé à créer non seulement un musée, mais une bibliothèque et une école d'art. Pour lui, les trois éléments, les trois entités sont absolument indissociables. Et il sait que sa tâche sera difficile. Il écrit d'ailleurs à un correspondant dès 1826 « Il y a beaucoup à faire pour réveiller les arts dans ma ville, même s'il ne faut pas un miracle pour les ressusciter. » En tout cas, tout le monde s'attend à une renaissance. Et lors de l'inauguration du musée, le 2 décembre 1828, le marquis de Dax-Daxat, donc le maire de Montpellier, prend la parole et, dans un grand mouvement d'enthousiasme, déclare une nouvelle école va prendre naissance, les pinceaux de Bourdon et de Vien vont être ressaisis. Vous voyez là le patriotisme local qui a joué avec la mention de deux peintres illustres, l'un du XVIIe siècle et l'autre du XVIIIe siècle. Donc l'idéal philanthropique de Fabre, largement hérité des Lumières, se traduit dans le bâtiment lui-même. Donc l'hôtel de Massilian, qui est acheté par la ville et qui est rénové pendant 3 ans, de 1825 à 1828. Alors Fabre installe au rez-de-chaussée de l'hôtel de Massilian, de son musée, la bibliothèque, l'inestimable fonds Alfieri, qui est aujourd'hui l'une des richesses de la médiathèque Émile Zola, donc 9000 volumes du fonds Alfieri. Au premier étage, dans les galeries, il installe les tableaux, les sculptures. Et en 1829, il décide, dans le jardin de l'hôtel de Massilian, donc qui longe la rue Montpellier actuelle, Henri IV à l'époque, et qui donne sur l'esplanade, il décide la construction d'un bâtiment avec un seul étage, donc qui doit bien sûr abriter à ses yeux un lieu important, l'école des Beaux-Arts, dont il va devenir le premier directeur. Alors, Fabre se montre, à l'exemple de son prédécesseur Fontanelle à la fin du XVIIIe siècle, un excellent conservateur, et en plus de tous les tableaux qu'il amène, qu'il offre à sa ville natale, il va avoir de cesse de compléter la collection et de mener vraiment une politique d'acquisition très active, en essayant d'ailleurs, vous allez le voir, de faire rentrer beaucoup de vestiges des collections montpelliéraines, de la Société des Beaux-Arts ou des œuvres qui rappellent sa formation, son goût et sa jeunesse. Par exemple, dès 1829, donc vous voyez, 1 an après l'inauguration du musée, il arrive à acheter, par l'intermédiaire de Charles Paillet, qui était expert des musées nationaux, et dont le père avait tout à fait connu Fontanelle, il arrive à faire rentrer pour le musée ce tableau le portrait d'Alphonse Leroy, qui est un des chefs-d'œuvre de David, qu'il avait vu précisément en 1783, quand il était arrivé à Paris pour poursuivre ses études. Donc vous voyez, là, c'est vraiment une belle, splendide acquisition pour le musée dès son ouverture. Il incorpore dans son musée beaucoup de vestiges des collections de la Société des Beaux-Arts, comme par exemple le buste de Molière, que vous avez vu précédemment, et aussi de Jean-François de Troyes, l'Ariane Anaxos, que Fontanelle avait acheté à Paris en 1778 pour le vicomte de Saint-Priest, l'intendant du Languedoc, qui avait offert le tableau en 1779 au salon, qui avait offert le tableau à la Société des Beaux-Arts. Il avait été présenté au salon de 1779. Et Fabre achète aussi des œuvres qui avaient figuré aux expositions organisées par la Société des Beaux-Arts avant la Révolution, des tableaux de Greuze, cette fillette, cette jeune fille, qui était un achat de Fontanelle à Greuze en 1780, et le tableau de cette jeune fille, donc Fabre l'achète au fils de Fontanelle, Antoine Fontanelle,
Et donc, les deux tableaux rentrent dans les collections. D'autres tableaux qui ont figuré dans ces salons de la Société des Beaux-Arts, ce Grimou, ce jeune homme en cuirasse, qu'il achète en 1828. Il achète aussi ce très beau et grand tableau de Vincent, Saint-Jérôme dans le désert, qui date de 1776-77 et que Fabre achète à la fin de sa vie, en 1835. C'est un tableau qui avait été présenté par Vincent au Salon de 1777 et que l'artiste avait vendu à Fontanelle en 1780. Il achète aussi, et ça, c'est aussi les souvenirs montpelliérains et les souvenirs de Vien qu'il avait soutenu au début de sa carrière. Il achète ce vieillard endormi qui avait été exposé dès 1779 au Salon de la Société des Beaux-Arts et Vien, donc, qui était vraiment considéré comme le réformateur de la peinture française et montpelliérain d'origine, donc il était normal qu'il fasse rentrer dans son musée. Mais aussi, il conserve pour son musée un tableau qui avait été le Saint-Jean-Baptiste, qui date des années 1746 et que Vien avait exécuté pour la chapelle de la Merci à Montpellier quand il était en Italie. À ce moment-là, il avait envoyé le tableau à Montpellier et c'est une saisie révolutionnaire. Et c'est un des rares tableaux saisis à la Révolution que Fabre conserve dans son musée. Et Fabre achète aussi des tableaux qui ont transité par la boutique de Fontanelle, cette boutique vraiment où énormément de tableaux sont passés avant la Révolution, comme ce superbe tableau de Rigaud, ce portrait de Fontenelle, ce philosophe et ce scientifique rouennais, neveu des Corneilles, donc qui est acheté par Fabre dès 1830. Et aussi, souci de Fabre d'ouvrir son musée à tous les domaines, en particulier à la peinture nordique, qui était un peu le point faible du musée. Il achète ce spectaculaire tableau de Hondius, qui était originaire de Rotterdam, cette spectaculaire chasse aux sangliers, qu'il acquiert en 1835, qui est un tableau très spectaculaire, qui avait été conçu pour un pavillon de chasse et qui vient compléter le fond nordique qui va être enrichi peu après par la donation Valdo. Et souvenir encore de sa jeunesse et de ses liens très privilégiés qu'il avait avec la famille Coustou, le père, son maître, donc Jean Coustou, mais ses deux fils qu'il retrouve à Montpellier, Philippe Coustou et l'abbé Coustou. Et en souvenir de leur père, les deux frères Coustou offrent pour l'ouverture du musée les saints patrons de la confrérie des pénitents bleus de Montpellier et cette jeune négresse et un enfant que Fabre présente dès l'ouverture de son musée. Fabre se montre vraiment l'héritier des Lumières et soucieux de combler les lacunes, comme je vous l'ai dit. Il est à la tête de l'école des Beaux-Arts de Montpellier et son souci, qui avait été déjà celui de Fontanelle 45 ans plus tôt, c'est de former des élèves. Donc vraiment de conforter les arts à Montpellier. Alors on lui connaît un seul élève, Fortuné Ferruggio, qui très vite va s'envoler pour la capitale et qui va rentrer dans l'atelier de Gros, et Fabre sera un petit peu déçu par son rôle de directeur de l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Surtout après 1830, Fabre est âgé, il est malade de la goutte, il est un peu désillusionné aussi par la vie municipale, il regrette même d'avoir quitté l'Italie et d'avoir offert toutes ses richesses à sa ville natale. Et en tout cas, il suit de près son musée, bien sûr, l'organisation de son musée, les écoles. Dans son école, il y a 3 salles destinées au dessin élémentaire, à la ronde-bosse, au modèle vivant, et il place l'écorché de Houdon, vous voyez, que je vous ai montré tout à l'heure, qui avait été acheté par Fontanelle en 1779, et on le retrouve dans l'école des Beaux-Arts sous la houlette de Fabre. Fabre se montre donc en tout point le digne héritier de Fontanelle, qui pointait dès 1778 la nécessité de créer une école de dessin pour conforter, je cite, le goût des arts dans la capitale administrative du Languedoc. Sur bien des points, on peut penser que Fabre a réussi quand même. Son musée a eu un retentissement national. Il a été anobli par le roi Charles X, fait baron en 1828. Beaucoup de visiteurs illustres sont passés par Montpellier pour visiter son musée.
Je vous ai dit, le petit bémol, c'est un petit peu sa déception en ce qui concerne la formation des élèves, mais il y a toujours une relève qui est assurée, là où on ne l'attend pas. Et finalement, c'est un autre Montpelliérain, vous voyez ce garçonnet que vous voyez à côté de l'autoportrait de Fabre âgé en 1835. Donc vous voyez le portrait que Fabre a voulu laisser à la postérité dans son musée en tant que donateur et conservateur du musée Fabre. Mais en même temps, à côté, vous avez cet autoportrait enfant d'Alexandre Cabanel, qui est un jeune prodige montpelliérain et qui était né en 1823 et qui dès 1834 intègre l'école des Beaux-Arts dans la classe de Charles Maté, du vivant même de Fabre. Et c'est un garçon très, très brillant, avec des dons de dessinateur tout à fait extraordinaires, et qui s'en va copier les tableaux dans les galeries du musée, en particulier le tableau de Vincent, que Pierre Stepanov vous a montré tout à l'heure, le Bélisaire. Et il est victorieux de plusieurs prix. Il s'en va en 1839 poursuivre ses études à Paris, aux frais de la ville de Montpellier, et intègre l'atelier de Picot, et finalement obtient le Grand Prix de Rome de peinture en 1845. Donc c'est lui qui a tiré profit finalement de tous ces ferments artistiques semés dans cette ville depuis plus de 50 ans, d'abord avec cette action de la Société des Beaux-Arts à partir de 1779, et puis bien sûr, là j'ai été un peu rapide parce que le temps nous manque, par l'action de Fabre, même s'il y a eu bien sûr une continuité sous la Révolution et l'Empire, mais je voulais surtout concentrer ma communication sur le rôle de Fabre lui-même. Voilà, donc vous voyez, la relève est assurée avec Cabanel, et Cabanel qui sera aussi l'ami du jeune Alfred Bruyas. Et donc, vous voyez, après, la donation Bruyas viendra enrichir le musée Fabre. Bruyas donnera en mémoire aussi et à l'imitation de Fabre. Donc, vous voyez que cette chaîne ininterrompue montpelliéraine, de Fontanelle à Fabre, à Bruyas et à bien d'autres, est tout à fait assurée. Et je vous ai mis en dernier cliché, bien sûr, l'affiche de l'exposition, où je vous invite à vous rendre, bien sûr, à partir du 8 décembre prochain. Donc, exposition que Pierre Stepanov a montée dans les salles du musée, dans les salles du XVIIIe siècle du musée Fabre, et qui rend hommage, bien sûr, à ce personnage clé d'Abraham Fontanelle, mais aussi à l'action assez méconnue, je dois dire, encore aujourd'hui, de la Société des Beaux-Arts de Montpellier, créée en 1779. Je vous remercie.